Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que l'Afrique est en guerre toujours. Ah, pas plus que nous. Et cette situation de guerre, tout à l'heure, on l'a nommé la guerre de tous contre tous. Il faut comprendre ces guerres en Afrique comme un business. Bon, c'est à la fois un business gîte des minéraux, mais aussi c'est un business gîte des armes, mais aussi un business d'horaire, voire de diminution des populations. Donc, l'État et les perspectives de la paix en Afrique, c'est un sujet à la fois complexe et multidimensionnel pour un continent fragilisé par des conflits asymétriques de tout genre. Mais aussi, ces conflits sont liés à des compétitions féroces, très féroces même en ce moment-là, pour contrôler ces énormes ressources naturelles et stratégiques sans le respect des souverainetés des États. La question qui vaille, c'est à qui profitent réellement les conflits en Afrique. Cela nous amènera à faire un panorama qui est catastrophique de l'état de la paix en Afrique, mais aussi à identifier effectivement ces ennemis de la paix, qui sont les prédateurs internationaux et les profiteurs locaux, afin d'esquisser les perspectives qui sont tellement sombres pour le moment. Bien, si nous allons sur le premier point du panorama catastrophique de la paix en Afrique, qu'est-ce que nous trouvons globalement? Il y a le Soudan avec les affrontements entre les forces armées soudanaises, mais aussi les forces de réaction rapide. Il y a les tensions et conflits en l'est de la République démocratique du Congo qui risquent de se transformer en conflit régional avec l'horreur absolue sur les populations qui vivent des violences et des massacres depuis 3 décennies. Si nous allons dans la région du Sahel, nous retrouvons une recrudescence des violences terroristes avec des tentatives de déstabilisation. Si nous allons dans le lac Tchad, autour des pays qui sont autour du lac Tchad, nous avons aussi ce qu'on appelait groupe Boko Haram, mais aussi qui s'est transformé en État islamique ou califat, qui font aussi état de violence grave, terroriste. Et si nous allons en Éthiopie, nous avons des conflits dans ces régions du nord, à Afar, Tigré et Amara, qui affaiblissent le tigre économique de l'Afrique. Si nous allons aussi d'un peu au Mozambique, parce que aussi est globalement stable en dehors, c'est-à-dire l'Afrique australe, en dehors du Mozambique, ou dans la région de Cabo Delgado au nord du Mozambique, il y a un groupe djihadiste aussi qui s'est mis à terre, qui s'appelle aussi État islamique ou Ansal Erisana Ouadjama plutôt. Et si nous allons vers l'Afrique de l'Ouest, nous avons le déploiement des mouvements terroristes vers les côtes du golfe de Guinée. Et si nous avons sur des conflits aussi communautaires et politiques, nous les retrouvons en République centrafricaine et aussi du Soudan. Vous voyez que ce panorama non exhaustif, mais un peu plus global, parce qu'il ne faut pas oublier dans ce panorama aussi que la Libye et la Somalie sont des États en déliquescence, pour être un peu plus complet. Ce panorama rapide montre clairement les conséquences de la guerre hybride, mais aussi des conflits asymétriques sur la paix en Afrique, dont les causes sont difficilement cernables parce qu'il y a ceux qui sont cachés et ceux qui sont visibles.
Ce qui nous amène au deuxième point, qui sont les ennemis d'Orapé, que nous avons appelés les prédateurs internationaux et les profiteurs locaux, qui mettent en place ces fauteurs de troubles, utilisent des mécanismes très sophistiqués d'ailleurs, de domination et du chaos pour installer le désordre et l'instabilité chronique dans le but d'opier les ressources naturelles dont on a besoin pour communiquer, pour réussir la transition verte ou la transition écologique. Donc cette transition qui est à souhaiter, surtout pour les pays riches, font des ravages dans les pays pauvres et notamment africains. Bien, donc nous sommes dans une sorte de domination par la terreur qui menace perpétuellement plutôt la paix. Et cette domination, effectivement, repose à la fois sur le conflit asymétrique, mais aussi le terrorisme. Et d'ailleurs, ici, nous allons sur la forme de terrorisme. Vous voyez que le terrorisme divise l'Afrique en 4 zones par des axes terroristes. Donc, dans la Libye, au Nigeria, il y a le premier axe qui divise en deux, et les combattants se changent entre ces deux États califats ou ces deux États islamiques. Ils échangent des combattants, donc il y a un Nomadland. L'autre axe, c'est Hakimi ou l'État islamique dans le Sahel, à partir de la Mauritanie, qui s'échange des combattants aussi avec El Shebab en Somalie. Et donc, vous voyez que l'Afrique est divisée par 4 zones. Parce que s'ils échangent des combattants, c'est qu'il y a un Nomadland dans les 2 axes. Sur ces 2 axes, on pouvait avoir 3 tectoniques djihadistes, Sinaï en Égypte, Beni en RDC, en est aussi de la RDC, et Cabo Delgado, effectivement, au nord du Mozambique, et en ajoutant effectivement aussi cette mouvance sur la zone, les pays côtiers de la zone de la Golfe de Guinée, du Golfe de Guinée. Donc vous voyez que nous sommes sur un continent jonché des actions hautement terroristes, très actifs, mais qui sont assis sur les ressources naturelles. Parce que dès que vous voyez là où ces mouvements s'installent, c'est que dans le sous-sol, c'est riche. Donc, ce n'est pas des idéologies islamistes qui s'installent, c'est plutôt des profiteurs des ressources locales. Et c'est ce que nous avons appelé le triangle de géocriminalité du chaos, qui entraîne effectivement avec ces axes terroristes et autre chose sur un processus, le continent dans un processus de somarisation, mais aussi de domination par la terreur qu'on vient tout à fait évoquer. Et ce triangle de géocriminalité du chaos, on peut le faire d'une manière simpliste parce que c'est un triangle. Donc à la tête, il y a vraiment les prédateurs internationaux qui sont des véritables donneurs d'ordre, les financiers, des guerres hybrides par procuration, avec des objectifs qui sont exécutés par les commissionnaires régionaux africains pour déstabiliser un État cible ou un espace riche. Et à la base, effectivement, on trouve ces déstabilisateurs régionaux, parfois sont des États ou des hommes un peu plus puissants, mais aussi qu'on peut appeler les commissionnaires, qui orchestrent bien sûr des troubles avec des rébellions ou avec tous les groupes armés locaux, où il y a aussi sur cette base les seigneurs de guerre qui dirigent ces groupes locaux et qui exécutent les sales besognes. Donc aussi globalement c'est ça, mais bon, vous allez trouver ça, on n'a pas beaucoup de... Vous allez trouver ça par écrit plus précisément pour y arriver. Donc ce deuxième point, qui est tout à fait sur le point de domination par la terreur et de géocriminalité du chaos, faut très mal aux populations, parce que comme on dit,
quand les éléphants se battent, c'est les herbes qui tremblent. Et donc, c'est les populations qui payent le prix très fort des ressources naturelles dont ils n'ont pas demandé à être là où ils sont. Une fois, je suis allé dans... bon, je pense que je dispose de 2 minutes. J'ai encore quelques minutes. Je suis allé dans une conférence fermée. J'ai posé la question à un groupe qui exposait. Je dis, mais vous pouvez avoir des ressources sans tuer les populations, sans utiliser les mouvements locaux. Mais ils m'ont dit, mais vous êtes naïfs. Parce que le problème qui se passe, nous avons des problèmes. Un, c'est qu'il y a les ressources que nous cherchons. Deux, il y a aussi les espaces communautaires dont les communautés parfois ont des tabous et des interdits, notamment s'ils ont un peu des tombes là-bas, on ne peut pas déplacer les ancêtres, donc on ne peut pas exploiter. Et si nous commençons à négocier avec eux, non seulement ça prend beaucoup de temps, des ans, et nous perdons du temps, et ça, pendant ces 2 ans de négociation, et comme c'est des espaces aussi forestiers, avec des espaces rares, il y a les écologistes qui s'ajoutent, et donc ça nous prend beaucoup de temps, et ça échoue à la fin. Il dit, mais c'est plus facile de prendre un petit groupe de bandits, ils viennent, ils sèment la terreur, les gens se déplacent, et puis nous appelons les ONG, nous les payons, ils vont les trouver là-bas où ils sont installés, ils les donnent à manger, et nous commençons à exploiter. Et quand ils vont revenir avec les accords de paix, ben, nous avons déjà commencé à exploiter, et les tabous et les interdits n'y sont plus, et donc nous continuons, c'est plus simple. Bon, voilà, maintenant vous avez compris la géocriminalité du chaos en petits mots. Bien, quelles sont les perspectives de résolution des conflits et de paix durable en Afrique? Bien, les résolutions des conflits en cours se basent sur les logiques qui sont naturelles, incarnées par les initiatives de la paix, que ce soit au niveau international, qui ne fonctionnent pas, que ce soit au niveau régional, avec des institutions qui sont vraiment dans la condamnation que dans l'action, qui sont toujours dans la réaction que dans l'action. Il y a les initiatives de paix locales, il y a la sensibilisation des populations peut-être aux conséquences des conflits asymétriques. Bon, il y a la coopération internationale, si elle est sincère, ça peut donner quelque chose, mais pour le moment, c'est très difficile parce que ces groupes, à la fois des prédateurs et des profiteurs, ils ont une communication biaisée dans les journaux parce qu'ils sont très puissants et les initiatives locales ne donnent pas grand-chose. Parce que là, nous sommes dans un constat d'inefficacité des instruments de la paix. L'inefficacité d'abord des solutions onusiennes avec les casques bleus et autre chose. En RDC et comme au Mali, avec la MINUSMA et la MONUSCO, ils ont fait pour le cas du Mali 10 ans, pour la RDC 20 ans, mais la paix n'est pas encore revenue, ni dans l'un ni dans l'autre, et sont budgétivores, et ils participent en même temps au pillage dans certains pays. En RDC, c'était hier que j'ai envoyé la vidéo au président sur ce genre d'action ou de questions. Et puis, nous sommes aussi sur les pourparlers de paix aussi, qui ne donnent pas grand-chose. Et comme ça ne donne pas beaucoup de résultats, que ce soit les accords de paix qui sont violés, les pourparlers de paix, on vient de voir au bout de 10 ans que les Libyens viennent de signer un accord de paix, qui a commencé avec le comité de haut niveau en 2016. Ils ont signé ça dernièrement au sommet, ce mois-ci, au sommet de l'Union africaine. On espère que ça va donner quelque chose si ça ne foire pas encore. Bien, donc, la solution d'une paix durable passe par le maxime qui dit qui veut la paix, prépare la guerre. Donc, pour ce faire, il faut que les États africains se fassent respecter. Et s'ils se fassent respecter, donc il faut qu'ils construisent des instruments de dissuasion pour imposer la paix. Parce que la paix ne viendra pas nulle part. Et à ce moment-là,
comme l'amiral Difourke le disait tout à l'heure, mais sous une autre manière, je sais qu'il écrit souvent, il faut construire des États stratèges et des nations intelligentes qui sont capables de protéger les matières premières, qui sont capables de protéger les populations, mais aussi les frontières. Sinon, ce sont des États qui sont voués à disparaître. La deuxième option, c'est la diplomatie militaire et tactique, avec des systèmes préventifs en cas de paix et des systèmes offensifs en cas, effectivement, de conflit pour dissuader les menaces. Et le troisième point, c'est le souverainisme et le panafricanisme pour construire une paix vivable incarnée par les institutions des États fédéraux. Bon, ok, je termine. C'est bon. Donc, penser la paix en Afrique sans se préoccuper de la militarisation des pays et de la neutralisation des menaces est une erreur stratégique. Il faudra de toutes les façons se rendre à l'évidence que les pays eux-mêmes, individuellement ou collectivement, doivent réagir pour se protéger et pour protéger les matières premières qui sont des sources des conflits. Merci beaucoup. Merci bien.